Bonjour Ludivine. Bonjour Jennifer. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Pour parler de transmission. Et aujourd'hui, tu vas nous faire voyager, et voyager notamment un petit peu dans le temps, tout en constatant qu'il y a un impact dans le présent et dans notre vie d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, je vais essayer de faire vite. Donc moi, je m'appelle Ludivine Morin, je suis la fondatrice de Liane. Et avec Liane, j'ai deux pôles. Une partie qui est coaching, une partie qui est formation. Et dans les deux cas, on fait du transgénérationnel. Donc l'idée, c'est d'aller repérer ce qu'on reproduit et comprendre ce dont on a hérité pour savoir ce qu'on transmet. Et donc si je te dis le mot transmission à toi, qu'est-ce que tu ressens ? Quels sont les mots qui sortent en premier ? Ouais, ça me fait du bien que tu me la poses parce qu'on me la pose pas souvent. Il y a deux mots qui me viennent. Il y a le mot processus, c'est-à-dire que la transmission, ça se fait en permanence. Et puis du coup, il y a le mot vie, c'est vivant. La transmission, c'est vivant. Et donc, pour moi, c'est toujours important de se demander qu'est-ce qui se transmet là, maintenant, qu'est-ce qui m'a été transmis avant et qu'est-ce que je veux transmettre demain. Donc c'est vraiment la balise temps, voilà, la plus importante. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le transgénérationnel ? Mon histoire perso, quand j'ai eu 14 ans, mon père s'est suicidé. Et à ce moment-là, mais je pense dans les 2 mois qui ont suivi, je me suis dit, est-ce que je vais hériter de ce qui l'a fait plonger lui ? Est-ce que moi, ça va m'impacter aussi ? Je me suis même dit à l'époque, est-ce que je vais devenir folle ? Enfin voilà. Est-ce que ça coule dans mes veines aussi ? Et donc très tôt, je me suis dit, il faut que je travaille dans ça. Je l'ai pas fait tout de suite parce que je suis tombée sur des profs assez bienveillants qui m'ont dit, écoute, c'est un peu tôt si tu fais ça à la sortie du bac. On m'a dit, voilà, vis des expériences, forme-toi dans autre chose, soigne-toi aussi. Et puis le jour où t'es bien ancré, t'es bien dans ta vie et que ça revient comme une urgence, bah là tu fonces. Et l'urgence, c'était le moment où je suis devenue maman. Et là, je me suis dit, ok, là faut que je me demande qu'est-ce que je vais transmettre, où j'en suis, je suis pas au clair avec tout, est-ce que je suis bien prête à devenir maman ? Et ça a été le moment où je l'ai fait d'abord pour moi et ensuite je me suis formée pour le transmettre aux autres, quoi. Et c'est là où je te rejoins dans le mouvement, tu dis que c'est vivant parce que du coup tu l'as fait plusieurs fois. Oui. Tu l'as fait au moment de tes études et puis au moment de là où tu voulais t'orienter pour toi et effectivement après encore pour ta fille. Ouais. Et comme quoi en fait, on est nous-mêmes, mais c'est toujours des nouvelles versions. Alors je n'irai pas dans le développement personnel de la meilleure version de soi, mais tu te rends compte qu'en fait on est un peu comme des diamants. En fait, on a différentes facettes et qu'on découvre en fait avec le temps, où tu parles de Liane aussi, tu nous expliqueras, tu peux d'ailleurs nous le dire pourquoi tu l'as appelée comme ça. Oui, il y avait 2 choix, il y avait la version consciente et la version inconsciente. Au début, quand j'ai appelé ça Liane, c'est parce que je trouvais beau, parce que je trouvais aussi la symbolique du végétal, des lianes. On pouvait l'entendre de 2 sens, à la fois les lianes qui nous rattachent, puis il faut quand même les comprendre, et puis à la fois les liens qui sont très très forts, qui nous relient, voilà, qui sont très positifs. Et puis ça, c'était donc le plan, voilà, quand j'ai fait ma charte, mon plan de com, on va dire. Et puis 3-4 ans après le lancement, je fais une introspection sur où j'en suis. Et en fait, je me rends compte que la liane, en fait, c'est ce que mon père a utilisé pour mourir, puisque mon père s'est pendu. Et donc, il a utilisé un lien pour mourir. Et moi, j'appelle ma boîte liane pour retirer le fil de la vie, enfin retisser un petit peu. Et là, je me dis, mais ouais, en fait, il y a pas de hasard. Tout fait sens. Et ça m'a permis de me dire, en fait, il y a tout dans nos actions qui est à la fois du choix conscient et à la fois du choix inconscient. Et plus tu mets de la conscience sur cet inconscient, plus tu te rends compte qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est extrêmement incarné, en fait. Ouais, donc, j'adore le mot. C'est trop beau. Et c'est marrant parce que tu parles de lien. Et l'image qui m'est venue, c'est la notion de tricot de Boris Cyrulnik qui dit qu'on tisse. Et puis en fait, là aussi, c'est vivant. Tu détricotes, tu refais, t'as un trou, ça saute, et puis tu repasses, et rien n'est figé. Et donc on repart du mouvement aussi. Ça fait toujours du bien de l'entendre. Exactement. Et qu'est-ce qu'on transmet selon toi, sans le savoir ? Pour moi, on transmet sans s'en rendre compte des valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, tu demandes à n'importe quelle personne quel était le rapport de tes parents au travail, à l'argent, à la maternité. Tout le monde sait te répondre.
tout le monde sait te dire, bah oui, tiens, c'est vrai, si je repense à mes parents, à mes grands-parents, chez nous, on fait comme ça. C'est un peu Tout le monde sait te répondre une fois que tu as posé la question. Oui, bien sûr. Parce que sinon, on se la pose pas, alors que c'est des sujets qui sont passionnants. Oui, t'as raison. Au début, d'ailleurs, les gens s'inventent un peu, on en parlera peut-être après, sur les fausses croyances sur la psychogénéalogie ou transgénérationnel, qu'il faut aller chercher très loin. Mais en fait, le transgénérationnel, c'est déjà si tu regardes tes parents et te dis, mais en fait, chez nous, on fonctionnait comment? Et ça, on le transmet tous les jours. Tu vois, moi, je suis maman, je sais que toi aussi. Oui. En fait, tous les jours, on transmet, sans s'en rendre compte, un code de valeur. Ok, qui dit chez nous on n'arrive jamais en retard, chez nous Noël c'est toujours ensemble, chez nous on a le droit de parler fort, chez nous les cadeaux ça se fait pas. Enfin tu vois, chacun fait son truc et ça c'est de la transmission. Après l'enfant il décide s'il prend ou s'il prend pas, mais il y a cette transmission, ce qui fait que en fait s'il y a transmission, il y a du coup la personne en face elle dit je prends ou je prends pas. C'est-à-dire t'es réceptacle ou t'es pas réceptacle de cette transmission. Une partie de notre vie on est réceptacle. On dit bah je prends. Oui. Puis après quand on grandit, l'adolescence en général on dit je prends moins. Phase adulte on dit je sais plus si je veux vraiment prendre. Et quand t'as des enfants tu dis attends je sais pas ce que je transmets. Et en fait c'est ça cette espèce de fil rouge. S'il y a transmission c'est qu'en face il y a quelqu'un qui reçoit et qui décide après, qui trie un peu comme un tamis, qui décide ce qu'il en fait. Ouais. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des choses que tu transmets qui vont éventuellement protéger. Il y a des valeurs qui sont protectrices et qui sont très belles. Oui. Et puis, il y en a qui peuvent un petit peu blesser. Du coup, j'imagine que c'est... Oui, alors ça va même plus loin que ça, je dirais. Tu vois, sur la transmission des choses qui protègent, enfin, moi, le mot qui me vient quand tu dis protection, c'est quand tu racontes à tes enfants ou quand tu expliques ce qui s'est passé dans la famille du point de vue du trauma. Tu vois, dans tous les cas d'inceste. S'il y a un sujet d'inceste et qu'on me dit, en fait, c'est arrivé à mon enfant, mais c'est arrivé à moi et c'est arrivé à mon parent, mais en fait, là, il y a un sujet de transmission qui protège, parce qu'à partir du moment où tu commences à dire la chose, l'enfant devient dépositaire d'une information qui lui permet d'ouvrir ses sens, okay, et de comprendre dans quel monde il est aussi. Et donc, les transmissions qui protègent, c'est justement quand tu dis la vérité, quand tu dis ce dont toi tu t'es chargé, ce qui s'est passé dans ta famille. Alors tu le dis au fur et à mesure que l'enfant est capable de le recevoir, mais ça protège. Tu vois, très souvent les gens me disent j'ai voulu le protéger, j'ai rien dit. Exactement, j'ai voulu protéger, j'ai rien dit, ou alors ah oui mais tu m'as pas posé la question donc moi je t'ai pas dit. Mais en fait si, quand tu déposes l'information, après l'enfant en fonction de sa capacité à recevoir, il va trier, il va te poser d'autres questions et ça va mener l'info. Mais si tu dis l'information, tu protèges. Et après, oui, il y a des choses que tu transmets qui sont plutôt entravantes, mais ça peut être justement des schémas limitants. Tu vois, moi, j'ai des femmes qui sont toujours avec des pervers narcissiques ou des hommes toxiques ou des hommes violents. Et ben, comme par hasard, elles se sont entendues dire dans leur famille, les hommes sont jamais fiables, ne compte jamais sur un homme, fais très attention, les hommes c'est dangereux. Et donc, en fait, ça entretient aussi une forme de rapport au monde sur ça. Donc, il y a des choses qui peuvent fonder ton socle de compréhension du monde et qui peuvent soit t'emmener dans une voie, soit dans une autre. Donc, c'est important de poser la conscience là-dessus. En fait. Ouais. Et là, on parle de sujets très sérieux parce que qui peuvent amener à des gros traumas quand même. Et tu as aussi des phrases qui sont... des injonctions comme par exemple par rapport au repos, au côté il faut mériter le repos. Enfin, moi je sais que j'y pensais en fait hier et c'est pour ça que je te le dis. Oui. La manière dont j'équilibre ma vie maintenant que je suis plus salariée, et ben je sens qu'il y a des choses que je m'autorise pas, il y a des choses que j'assume pas et qui me rendent pas bien. Et je suis là mais attends, j'ai l'impression d'être tu sais la danette au chocolat, il y a un côté vanille qui dit mais si tout à fait, vis le truc. Puis t'as le chocolat qui dit non pas du tout. C'est vraiment des voix dans ma tête. Mais ces voix en fait elles existent. En fait si tu regardes bien, si tu remontes ces voix là, tu peux les personnifier. Tu peux dire mais tiens c'est ma mère qui disait ça ou mes tantes elles disaient toujours ça. Et d'ailleurs quand on fait la psychogénéalogie, en tout cas comment moi je la travaille, c'est tout un sujet qui s'appelle l'identité familiale, donc ce code de valeurs. Et tu vas t'interroger, comme tu dis, la vulnérabilité, la faiblesse. Moi j'ai des nanas, je travaille avec elles sont à la Croix-Rouge. Elles me disent oui mais moi j'ai toujours entendu dire sauve les autres avant de te sauver toi-même, ou tu t'arrêteras quand tu seras morte, ou oh là là, il y a bien pire que toi dans la vie. Des phrases en fait qui sont qui viennent traduire sur un postulat, sur un rapport à notre énergie, exactement, et qui vont, comme tu dis, parfois des petites voix dans nos têtes. On va se dire mais non, mais je m'autorise pas à me poser. Ça peut être sur le rapport à l'argent, voilà, sur tout en fait finalement. Ouais. Et on se rend compte parce qu'en fait, en plus c'est souvent des petites phrases qui sont balancées juste comme ça. Il y a aucune volonté de blesser en face. Oui, alors d'ailleurs, le meilleur endroit pour aller les repérer, ces phrases, c'est un dîner de famille.
Tu vas à un repas de Noël et t'entends tous ces petits postulats, ok, sur quelqu'un qui dit « Ah, de toute façon, elle est hyper carriériste, ah bah de toute façon, une mère, si elle est pas avec ses enfants, je sais pas ce qu'elle fait. » Boum, t'entends cette petite phrase. Elle t'est pas adressée, hein. Ta mère, elle est en train de cuisiner, je sais pas, le repas du soir, et elle parle de quelqu'un d'autre, mais t'entends cette phrase. T'entends cette phrase au moment du dîner. Ah oui, mais elle fait sa carrière, elle préfère sacrifier ses enfants à sa carrière. Et toi, t'es en plein boom de carrière et tu dis, mais tiens, c'est marrant cette phrase. En fait, elle me parle un peu aussi, ok? Et donc, dans ces moments-là, souvent, je dis aux gens, le plus simple pour aller repérer. Invitez-moi à manger. Ouais, ouvrez grand vos oreilles, tu vois. Tu vas dans un mariage, un baptême, un repas de Pâques, tu vois, ou Thanksgiving pour ceux qui le fêtent, et t'écoutes. T'écoutes ce qui se dit dans ta famille et tu vas voir que ça, c'est le code de ce qui se fait pas. C'est ce qu'on appelle un code de loyauté. Et toi, en grandissant, parfois tu vas être loyal à certains codes de valeurs. Ça te va très bien de les prolonger parce que ça a forgé ta vision du monde, ce en quoi tu crois et c'est très positif pour toi. Parfois, tu es loyal et en fait, tu te rends compte qu'en fait, non, si tu t'écoutais vraiment, tu aurais un autre mode de fonctionnement. Ça arrive beaucoup chez des femmes qui disent moi, dans ma famille, on a toujours dit 3 enfants sinon rien, puis moi, j'en veux pas, et donc je fais une déloyauté envers ce code, mais je suis loyale envers moi. Soit voilà, tu réfléchis à ce code de valeur, qu'est-ce que moi j'en ai pensé. Et c'est rien qu'avec ça, tu peux démarrer du transgénérationnel. Du coup, tu m'amènes à la prochaine question. Comment est-ce qu'on travaille sur le transgénérationnel? Quels sont les outils à part s'inviter au repas de famille, ouais. Ou en tout cas ouvrir grand nos oreilles. Ouais, ça c'est le premier, je dirais. Moi, je fais travailler les gens sur aussi les rôles et les responsabilités. Tu vois, dans ta famille, est-ce que tu as le rôle du pilier, le rôle du sauveur, le rôle de celui qui dit jamais rien, le rôle de celui qui met les pieds dans le plat, le rôle de celui qui prend tout le monde en charge. Et pareil, tu te rends compte dans certains moments clés de la vie de famille que ça se rejoue. Et ça, moi, j'ai observé que ta dynamique familiale et ta manière de te positionner dans ta dynamique familiale reflètent beaucoup de comportements que tu vas retrouver dans d'autres systèmes de ta vie. C'est ce qu'on appelle des systèmes. Donc, une dynamique systémique familiale que tu vas rejouer dans une dynamique systémique professionnelle, amoureuse, sociale, etc. Et donc, très souvent, soit tu as fait pour ou contre, et tu dis, dans ma famille, j'étais celui qui disait jamais rien, du coup, je suis le grosse tête au bureau. Soit j'ai au contraire, dans ma famille, la responsabilité d'être celle qui prend tout en charge et je me rends compte que dans mon travail, je fais la copie de ça. Donc moi, j'invite beaucoup les gens à travailler sur ça. Un de mes outils les plus pratiques, c'est ce qu'on appelle le génogramme. Donc c'est vraiment, c'est ton système familial que tu représentes sur papier comme un arbre généalogique. C'est juste que tu mets pas que la photo finish. Ouais. Tu mets tous les ex-conjoints, tu mets les fausses couches, les IVG, les divorces. Et en fait, ça, c'est assez symbolique parce que selon comment toi, tu vas interpréter ton système familial et le représenter, moi, je vais te montrer ce qui peut bloquer dans ta vie, en fait. Parce que ton histoire, tu la connais par cœur, tu connais tous tes traumas, tu peux te les raconter. Et pour autant, quand tu poses ton système de famille, c'est que de l'inconscient qui représente. Parce que moi, je vais te dire, les hommes, tu les représentes dans un carré, les femmes dans un rond, tu fais ça, ça, ça. Mais si moi, je représente ta famille, si toi, tu la représentes, on va pas représenter le même. Puisque c'est l'inconscient qui travaille au moment où tu représentes. Et tu pars toujours d'une perception de la personne sur sa famille. Complètement. Qu'elle voit ou pas, c'est-à-dire que la personne, elle peut me dire j'ai la perception d'être dans une famille dans laquelle je ne compte pas, ou j'ai l'impression de ne pas avoir de famille. Ok, ça c'est sa perception de départ. Tu poses le génogramme et tu dis mais en fait, c'est pas du tout ça qui ressort. Voilà, ou des personnes qui disent je sais pas où je suis, je sais pas me réaligner, je sais pas ce que je veux dans la vie. Tu poses le truc et tu dis mais est-ce que tu vois à quel point ça fait sens à travers le génogramme, ok? Donc c'est un document qui est très fondateur pour les gens que j'accompagne parce qu'en fait ils se confrontent à des choses qui sont là sous leurs yeux, leur système familial, on l'a pas inventé avec eux, ils ont pas découvert des personnes qui n'existaient pas avant en général, ça peut arriver mais c'est rare. Et en fait le fait de le poser te montre dans quel système tu es. Ah tiens, comme par hasard, t'as oublié de faire le lien entre ton ex-mari et les enfants. Bon, c'est symbolique, tu vois. Comme par hasard, on n'a pas mentionné l'IVG. Ah oui, mais ça venait d'un adultère. Ok. Et tu vois, tout ce truc-là que tu sais, mais au moment de le poser, il se passe un nouveau processus d'émotion. Ouais. Et donc, tu continues à liquider ces émotions. Et quand tu parles d'émotions, du coup, généralement, les gens, ils ressentent quoi? C'est du soulagement? C'est vraiment une prise de conscience, comme si ça remontait J'ai tout. Non, c'est pas si simple. Il y a plusieurs phases. Il y a des phases très réjouissantes, où la personne se dit, mais en fait, j'ai rien découvert, mais j'ai tout compris. Donc, j'ai fait des liens, j'ai fait des lianes. Et ça, c'est... La personne, t'as l'impression qu'elle se réassemble devant toi. Et ça, moi, j'adore. Parce qu'elle me dit, j'ai fait 10 ans de thérapie et ça y est, je comprends. Mais pour arriver jusque-là, t'as aussi des phases où tu purges beaucoup de colère, où en fait, sans t'en rendre compte, t'avais des choses que t'avais pas exprimées, et le fait de te positionner dans un système
je sais pas, où il y avait de l'inceste, où tu avais un parent violent, où il s'est passé certaines choses, le fait de repositionner ça, en fait, t'aboutit à vivre une émotion que tu avais quand même pas processée jusqu'au bout. Très souvent, c'est la colère. Mais tu expliques pourquoi elle existe. Tu sais, souvent, on veut la cacher, alors qu'en fait, là, ce que t'expliques, moi-même, ça me donne envie de la valoriser, tu vois. T'as envie de dire, mais c'est une émotion qui est essentielle à partir du moment où elle est comprise. Mais bien pour sûr. ensuite avancer. En fait, moi, avant, je faisais de la sophrologie, donc je traitais les symptômes. J'avais des gens qui étaient en colère, des gens qui étaient tristes, des gens qui étaient en burn-out. Et je leur ai dit, franchement, on peut aller faire ce qu'on veut sur le symptôme. Mais moi, si on va pas à la racine, l'émotion, elle revient. Donc, on va avoir mal une bonne fois pour toi. Tu peux pas faire mieux. Et voilà. Et du coup, tu vois, et donc, j'ai posé la racine, justement, et j'ai des personnes qui m'ont dit, mais c'est fou, j'avais, comme l'émotion de la honte. J'ai une des femmes que j'ai accompagnée à Nouk. Elle dit, mais, et ça bloquait toute son épaule. Elle a fait 6 mois de kiné. Et au bout d'un moment, je lui dis, là, il faut qu'on aille jusqu'au bout de l'émotion de la honte, qu'on regarde jusqu'où ça vient dans la famille. Où est-ce qu'on a de la honte? Qu'est-ce qui se transmet de génération en génération? On fait un acte symbolique où on purge vraiment cette honte-là. Et elle le dit dans un des témoignages, elle me dit, mais tu vas rire. Je suis allée voir mon kiné et il m'a dit, votre épaule, ça va? Ok, tu vois, ça va. Et c'est pas de la magie, c'est juste que comme tu l'as dit, quand tu vas au bout de l'émotion, tu la purges. Mais aujourd'hui, on a encore assez peur de vivre l'émotion jusqu'au bout. On se dit, non, mais si je suis triste, c'est que j'ai pas avancé sur moi. Si je pleure encore sur un deuil, c'est que j'ai pas fini. Mais t'en finis pas, c'est un processus. Et si déjà, tu vas au bout... C'est vrai on est éduqués sur une partie de notre génération à pas déranger avec nos émotions. Oui. Et puis à pas souffrir aussi. Ce côté, t'as mal à la tête, prends un Doliprane, voilà, il y a quand même pléthore de médicaments. Oui. Dès qu'on a mal quelque part, mal au ventre, mal à la tête. Alors que, ça se trouve, ça peut être de notre faute. On s'est mis une mine misérable et on va prendre, avant de te coucher, tu penses à prendre un Doliprane et de l'eau. Et puis même, on va te dire, tu sais, dans le développement personnel, justement, les gens vont te dire, c'est dans ta tête, ou alors, il suffit que tu mettes du positif là-dessus. Mais moi, mes clients, je leur fais travailler le mindset après qu'on ait déminé tout ça. Parce qu'en fait, ça sert à rien. Je dis souvent cette métaphore, tu sais, comme si tu bâtissais un château fort sur un tas de sable. Tu peux mettre du mindset dans tous les sens si tu veux. Mais si derrière, t'as pas traité le fond du problème, la personne, elle a l'impression de lutter contre elle-même. Elle comprend pas pourquoi elle a un fond de tristesse. Elle a l'impression qu'il suffit qu'elle s'injecte de la confiance artificielle en permanence pour aller bien. En fait, tu décélères, tu vas traiter le truc. C'est encore plus douloureux, j'imagine, parce que tu te décourages, tu perds encore plus confiance en toi. Ouais, t'as l'impression que tu perds du temps. Ouais, parce que les gens disent, c'est j'ai perdu du temps. Si je l'avais fait plus tôt, parce que le temps, c'est une ressource qu'on peut pas récupérer. Donc c'est ça le plus dur, c'est que la personne elle dit non seulement j'avais pas confiance avant, j'ai toujours pas confiance, puis entre temps j'ai perdu du temps. Bon après ça la fait quand même cheminer, mais c'est ça qui survient souvent chez les gens. Tu vois, quand ils me disent j'ai fait 3 ans de coaching, et en fait non mais c'est bien ce que t'as fait, c'est juste que ça c'est ce que tu fais à la fin. D'abord tu mets les choses à l'endroit, d'abord tu regardes vraiment à la source. Ouais, d'accord. Voilà. Et du coup au niveau des outils, donc tu parlais, t'as utilisé un mot savant et très long. Le génogramme. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres outils avec lesquels tu travailles? Beaucoup les actes symboliques. Donc là, c'est pas de magie ou quoi que ce soit, c'est qu'un acte symbolique, ça peut être par exemple écrire une lettre que tu n'envoies pas, mais par lesquelles tu vas vivre beaucoup d'émotions. Tu peux te séparer d'un objet, tu peux faire pas mal de choses qui vont permettre à la psyché de comprendre que tu es allé au bout du processus émotionnel et que tu as mis ça de côté, en fait. Et aller voir les zones d'ombre et exactement. Un peu dialoguer d'une manière... Ouais. Okay. Et donc ça, c'est mes principaux outils. Après, moi, j'ai vraiment une pratique très coaching, c'est-à-dire on parle, mais moi, je prends toujours le contre-pied, c'est-à-dire que l'histoire de la personne, c'est pas qu'elle m'intéresse pas, c'est pas vrai, mais je ne pars pas de son récit, parce que son récit, la personne, elle le connaît par cœur. Et si, en le connaissant par cœur, elle n'était pas devant moi, elle aurait déjà résolu son truc. Donc en général, moi, je me suis rendu compte sur moi, ça faisait... Quand j'ai vu la psychogénéalogie, ça faisait déjà plus de 15 ans que mon père était mort, que j'avais fait le MDR, de la sophro, plein de trucs. Et pour autant, mon problème, il était encore là. Donc, c'est prendre un contre-pied, une manière d'aborder ton récit que tu n'as jamais eu et qui te fait dire « Ah, j'avais jamais vu les choses comme ça » ou « Je voulais pas du tout les voir comme ça jusqu'à présent », tu vois. Ouais, ça doit pas être évident de travailler justement en mettant en demandant de faire un exercice qui peut être par moments un petit peu désagréable, douloureux. Et comment tu travailles avec les silences aussi, justement, ce qui est pas dit par exemple, il y a des choses, je pense que je ne le sais pas, ou que tu vois, les personnes qui pourraient avoir les réponses sont plus là. Oui. Et pourtant, je me dis, je suis sûre que je pourrais travailler avec toi.
Oui. Comment? Alors, un de mes outils, c'est de parler. Je fais partie des coachs qui parlent le plus. Mais parce qu'en fait, par le récit, la personne se reconnaît. Donc, soit je parle de ce que j'ai vécu parce que je sens que ça connecte avec la personne, soit je parle d'une autre personne dont j'ai anonymisé le récit. Et en fait, ça provoque un effet miroir. Dans la plupart de mes accompagnements, il y a du groupe de toute façon. Après, j'ai des personnalités VIP où là, je peux pas faire de collectif, donc elles se privent un peu de l'effet miroir. Mais du coup, c'est moi qui leur bombarde un peu de l'effet miroir comme ça, pour qu'en fait, ça vienne appeler la prise de conscience. Exactement comme tu dis, j'avais une zone que je voyais pas, j'avais pas prévu d'en parler, ou j'ai pas l'info, ou ma famille m'en parle pas. Et en fait, en m'entendant ou en entendant quelque chose arriver jusqu'à elle, là, ça connecte. Tu ressens quelque chose. C'est vraiment le principe de l'effet miroir, et la personne me dit tout de suite, attends, mais Ludivine, je t'interromps, alors ça j'adore, attends, je te coupe, quand tu dis ça y est, je viens de piger quelque chose, ok? Et là, ça branche. Parce qu'en fait, on est tous socialement reliés, et donc quand t'entends l'histoire de vie de quelqu'un, ça vient résonner chez toi, et donc tu le prends, tu le reçois mieux, parce que c'est pas toi, parce que c'est comme tu disais, c'est dur ce qu'on fait quand même. C'est dur de se regarder soi. Moi, à force, je suis habituée, mais parfois j'oublie que c'est dur pour les gens. Ouais. Et donc je leur parle d'autres gens, et là ils acceptent. Quand on regarde l'autre, c'est plus simple. C'est l'histoire qu'on lit en fait. Exactement. Donc tu lis l'histoire de l'autre, tu la comprends, et tu te dis, mais en fait, ça me parle de moi, ce truc-là. Ou ça me parle de ma mère, tu vois. Donc moi, souvent, je fais du collectif, ne serait-ce que pour ça, pour que des personnes, des fois, elles viennent et elles se disent, j'ai pas prévu de parler, j'ai juste prévu d'écouter. Et comme par hasard, elles sortent de l'atelier, elles me disent, ah, mais Divine, en fait, il était pour moi, cet atelier. Tu vois, et ça c'est un de mes outils que j'essaye d'injecter aussi dans les parcours privés, pour qu'ils aient le maximum de matière et qu'on vienne pas me raconter l'histoire de... oui, mais moi, j'ai pas l'info. Tu vois, moi, je viens d'une famille espagnole, donc immigration. J'ai pas accès à la donnée parce que tout est en Espagne. Et puis, au moment où je fais mon transgénérationnel, j'avais pas très envie de solliciter ma maman. C'était pas le moment pour moi. Et mon papa s'était suicidé. Donc, dans ma famille paternelle, on m'avait dit, fais ton truc pour toi, mais on n'a pas trop envie de remuer le couteau dans la plaie. Et donc, moi, je me suis dit, mais comment tu fais pour faire du transgé quand ton matériau de base, il est pas disponible? Et en fait, tu trouves. Tu trouves parce que tu passes ton temps justement à les connecter avec ces histoires-là, et j'ai dit un peu malaxer cette matière, quoi. C'est hyper intéressant parce que ça permet de pas se bloquer, oui, à tous ces préjugés, de dire non mais je pourrais pas savoir, non je peux pas faire la démarche. Là tu dis mais en fait bien sûr que si, tu peux la faire. Et souvent moi j'ai vu que quand on me dit l'information n'est pas disponible, en fait c'est que la personne n'est pas encore en mouvement vers cette information. Je te donne une anecdote rapide. Moi, mon père est mort donc depuis 21 ans, et tous les ans, je vais sur sa tombe. Ok, tous les ans, je prends sa tombe en photo, je sais pas, je la trouve très belle, magnifique et tout. Et en octobre, il y a 6 mois, je vais voir la tombe de mon père avec ma fille, on y va tous les ans. Et puis cette année, elle me pose une question, elle me dit, mais ça fonctionne comment un cimetière et tout? Donc je lui explique comment ça fonctionne un cimetière. C'est une sacrée question. Et voilà, ça l'intéressait, elle trouvait ça beau parce qu'il y avait des fleurs. Et je lui dis, mais il y a toujours le prénom, le nom, les dates. Et au moment où je lui dis ça, je capte qu'en fait, il n'y a pas les dates sur la tombe de mon père. Et c'était vertigineux pour moi, parce qu'en fait, la non-information, elle était sous mes yeux depuis 20 ans. J'ai repris toutes mes photos de cette tombe depuis 20 ans. Là, il n'y avait pas les dates, hein. Personne n'est allé enlever les dates de naissance et de mort. C'est moi qui les avais pas vues. Et pourquoi je les ai pas vues avant? Parce que j'y étais pas prête. Parce que moi, au moment où je capte qu'en fait, la famille des deux côtés s'est dit, non, c'est pas trop une très très bonne idée d'assumer que Bertrand s'est tué très jeune. Ça a appelé beaucoup d'émotions. Et je pense que si ces émotions-là, je les avais pris en pleine poire plus jeune, peut-être j'aurais coupé les ponts avec tout le monde, peut-être que j'aurais pas été en capacité de comprendre le point de vue de chacun, etc. Donc c'est arrivé à moi au moment où j'étais en chemin vers cette info. Et puis au moment où j'étais prête à la transmettre à ma fille aussi. Donc parfois quand les gens me disent « Non mais Ludivine, moi je viens d'une famille en Iran, on n'a pas le même calendrier, moi il y a de l'immigration, moi il y a eu la Shoah. » Très bien. Mais si l'information n'est pas arrivée jusqu'à vous, c'est pas pour rien. Et comme par hasard, quand les gens se mettent en recherche, mais tu vas pas le croire, il y a des choses qui arrivent. Wow, okay. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, souvent les gens découvrent rien. En fait, si, souvent il y a des choses qui émergent, mais les gens sont pas prêts à entendre au début du parcours. Quand je leur dis, voilà, c'était là, ça arrive parce qu'ils se mettent en chemin avec des gens qui sont finalement prêts à leur donner des informations sur la famille, et donc les liens se font. Mais parce qu'en fait, la conscience n'était pas prête à être posée dessus avant. C'est hyper intéressant. Voilà. Elle a quel âge ta fille? Elle a 5 ans et demi. Avec toutes ces informations que tu as toi, comment est-ce que du coup tu vis ta transmission justement en tant que maman?
Ah, très juste question. Je fais 2 choses. Je lui dois la vérité, en tout cas ma vérité, qui n'est que mon prisme, parce que dans une famille, t'as le roman familial, et puis je pense que si elle interroge mon frère, ma mère, mes tantes, la vérité, elle se situe chez un peu tout le monde, donc je lui dis bien que c'est ma vérité, que ce n'est pas la vérité, c'est la vérité de maman. Ouais. Voilà, je borne à ça. Et puis, je fais très attention dans ma transmission à aller aussi à son rythme. On en parlait tout à l'heure, le piège dans une famille, c'est de dire « mais tu m'as jamais questionné, donc je t'ai jamais dit ». Donc, il faut pouvoir ouvrir la discussion et en même temps pas aller trop loin pour que l'enfant, il se prenne pas 10 litres de seau d'eau sur la plante et puis la plante, elle a trop pris, elle a rien compris. Donc, moi, je lui transmets ces choses-là, par exemple, sur ce qui s'est passé dans ma famille. J'ai pas encore posé le mot suicide, par exemple. Je lui dis « Papy Bertrand, il est décédé ». Puis, quelques temps après, elle m'a dit « mais il est mort comment ?» Ok, puis quelques temps après, mais il est où? Enfin, tu vois. Et donc, en fait, je vais à son tempo d'enfant. Par contre, je n'ai aucun tabou. Et dans ma transmission, il doit y avoir 0 tabou, 0 malaise, aucun problème pour assumer ce qui est, pour lui permettre de naviguer dans la famille, de poser toutes ses questions, et puis elle-même après de s'assumer, quoi. Ça, c'est mon cap. Est-ce que tu as demandé à ta famille, du coup, de faire un petit peu pareil, en tout cas d'être très transparent quand elle te pose des questions? Non, j'ai rien demandé. Là, pour le coup, comme ça, c'est mon prisme et que c'est qu'à moi, j'ai rien influencé. Okay. Mais je me rends compte que ma famille a évolué en fonction de comment moi j'ai évolué. Ouais, ça arrive aussi à mes clients, tu vois. Les gens me disent, tiens, c'est marrant, mon parent, il aurait jamais dit ça avant, puis maintenant que moi je bouge, on a des conversations. Donc, maintenant, moi, j'influence rien. Je fais. Et chacun se positionne un peu en fonction de ça. Donc ma fille, elle sait qu'elle peut solliciter n'importe qui dans la famille sur ça. Et d'ailleurs, du coup, maintenant, c'est vivant. Tu vois, j'ai une de mes tantes qui a donné à ma fille au mois de février un objet qui était à mon père. Elle dit, voilà, ça c'est ton grand-père, qui était mon frère. Donc ça devient vivant parce que les personnes savent que pour moi, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de malaise. Donc la transmission, après, elle peut se faire à plus large échelle dans la famille. Alors qu'il y a 21 ans, quand j'ai dit à tout le monde, je vais faire ça comme métier, on m'a dit, non, ça nous arrange pas trop. Ça nous fait un peu peur et ça rebrasse des choses, on n'est pas prêt. Et en fait, petit à petit, moi j'ai des gens qui m'ont transmis des documents, des choses dont j'ignorais l'existence, des photos qui arrivent jusqu'à moi parce que les gens savent que je suis prêt à transmettre, que je suis prêt à recevoir. Donc eux, ça leur fait prendre conscience qu'ils sont aussi prêts à transmettre. Alors qu'avant, ils n'étaient pas prêts à transmettre, mais ils avaient besoin de la garder pour eux. Donc finalement, c'est systémique. C'est pour ça que moi je fais du transgénérationnel et de la systémie. Et dans une famille, tous les événements qui arrivent, c'est de la systémie. Et très souvent, ça arrive par les enfants. Toi qui es maman, tu dois le voir. Ouais. Les enfants, c'est souvent eux qui posent les questions et qui disent « mais comment ça se fait que… » Et donc, si on mettait tout à plat ou qui redonnait du mouvement. Tu vois, depuis tout à l'heure, tu fais des gestes. J'adore tes gestes parce qu'il y a une notion de cercle. Et puis, tu fais pas des grands gestes, c'est juste qu'ils sont… Tu montres qu'il y a un léger décalage et après t'emmènes les gens, tu mets tes mains l'une à côté de l'autre et puis tu parlais de lianes, on parlait des métaphores qui touchaient les personnes entre elles sans même qu'elles se connaissent. Et c'est marrant parce que moi je suis très système nerveux, théorie polyvagale où en fait on se dit qu'on est quelque part en miroir, même si on n'est pas dans la même famille, on est des êtres humains et c'est une espèce en fait qui peut peut-être fonctionner avec des liens qu'on ne voit pas. Exactement, c'est pour ça que ça marche à l'entreprise. Quand tu dis aux gens réfléchissez à tout comment vous êtes dans votre famille et ça va vous servir pour votre système professionnel, managérial. Mais les gens après ils connectent, ils disent mais c'est fou, mais en fait on est complètement reliés sans avoir besoin de faire de la psy à l'entreprise. Juste tu te rends compte que comme tu dis, on a une relation systémique, la preuve, tu rentres dans une pièce, l'aura de la personne, tu la sens, ce qu'elle dégage, tu le sais, et en fait, ce qu'elle charrie, tu le côtoies, en fait, d'une manière indirecte. Donc, dès lors que tu mets la conscience dessus, après, tous les liens, ils sont fluides, finalement. Et peut-être plus profonds aussi. Bon, il y en a que tu as envie d'approfondir plus que d'autres, mais je plaisante, on discutait avant de commencer l'enregistrement, et je te disais, il faut que tu mettes tes questions sur les machines à café, parce qu'en fait, c'est… Tout ce que t'interroges, c'est tellement profond, tellement intéressant, et puis quand t'as les réponses de l'autre, tu dis « Ah mais en fait, je suis pas seule. » Oui. Et ça fait un bien de fou, en plus. Enfin, la solitude, en plus, aujourd'hui, c'est un vrai sujet de santé publique. Donc, oui, mais ça me fait un effet miroir, ce que tu dis, parce que, d'ailleurs, moi, à la mort de mon père, je me suis sentie très seule, parce que j'avais aucun copain qui pouvait me dire « 1, moi, mon père est mort, et 2, il s'est suicidé. » Tu vois, j'avais pas. Et j'ai dû attendre de faire ce métier pour que des gens viennent à moi me dire « Je viens vous voir vous parce que moi j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a fait une tentative de suicide aussi qui s'est suicidé. » Et cette solitude, en fait, tous mes clients disent « Oh, je me sens tellement moins seule quand j'entends une autre femme dire exactement la même chose. »
Donc, on a besoin de se relier. C'est vital. Vital, Ouais. vital, vital, vital. J'ai l'impression que c'est mon thème de 2026. Ouais, voilà. De manière consciente, du coup, et délibérée, qu'est-ce que toi, tu as envie de transmettre à ta fille? La valeur du courage. Je pense que... Alors là, pour le coup, c'est quelque chose... On parlait tout à l'heure de ce dont on a hérité qui était positif. Ça, je sais que dans mes 2 lignées, je veux dire chez mes 2 parents, mes 4 grands-parents, le courage, ça a été quand même quelque chose de très fort, même s'il y a tout un débat sur est-ce que c'est courageux de se suicider ou pas. Moi, j'en reviens à dire que oui, mais c'est mon point de vue. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce courage. Et j'essaye de le lui montrer et surtout après d'aller sur... tu peux tout questionner, tu peux tout dire... Et tu peux être toi, et c'est le point le plus important pour moi, c'est sois toi, sois toi. Je lui dis tout le temps ça, sois qui tu es, assume-toi, tout ce que tu es, c'est important. Donc ça, c'est plus de la transmission éducative, on va dire, mais j'essaye de le montrer en lui disant, mais tu vois, maman, elle en est là, ou moi, j'en suis là. C'est quand je te dis de faire ça, je te le montre un peu comme ça, j'essaye de lui faire des liens sur cette transmission-là. Et puis elle pose peut-être un peu de questions Ouais. à son rythme, c'est ce que tu disais, et c'est intéressant en plus parce que tu disais, tu vois, là, elle a posé une question sur où il est, et puis après comment il est mort, et puis il y a probablement des mois et des années qui s'écoulent entre Bien les sûr. deux, et ça rejoint ce que tu disais, on ne voit pas l'information tant qu'on n'est pas prêt à la voir. C'est pas facile à entendre parce qu'on se dit, bah si, carrément, je suis prêt. Oui. Ou alors pourquoi je ne le serais pas? Oui. Oui. Tu utilises encore la sophrologie du coup pour accompagner cette libération parce que tu dois avoir des séances plus ou moins émotionnelles. Oui, je fais de la sophro quand on descend dans l'inconscient, vraiment quand... parce que moi, en transgénérationnel, j'ai une partie très analytique. Tu vois, on parle, on est dans le discours, on réfléchit, les gens écrivent aussi beaucoup. Mais il y a un moment où il faut couper le mental. En fait, il faut chianter le mental parce qu'en fait, tout est, comme tu disais tout à l'heure, dans ton système nerveux, tout est dans tes cellules, dans ton corps. Donc souvent, je fais des séances en sophro pour que la personne, elle laisse sa conscience partir, elle lâche un peu tout son côté rationnel, qu'elle se cramponne plus à toutes ses croyances et qu'elle laisse les choses remonter un petit peu comme des bulles. Donc ça, je le fais aussi souvent quand on est en journée en présentiel, quand j'ai un peu plus le temps. C'est aussi très énergétique, on laisse remonter des choses. C'est les moments où les gens pleurent aussi beaucoup, il y a beaucoup de libération qui se fait. Mais je le fais toujours d'abord le chant transgénérationnel, après la partie sophro, en fait, pour aller chercher dans l'inconscient, pour aller malaxer de la matière, en fait, si tu veux. D'accord. Ouais, j'aurais pensé qu'on aurait fait l'inverse, c'est tu détends la personne pour enlever ses barrières et après tu retravailles. Oui, je fais ça aussi, mais il y a des gens chez qui ça marche pas. Il y a des gens tu vois, moi je travaille avec beaucoup de personnes qui sont cadres, très haut placés, qui sont très dans le contrôle. Quand t'es dans le contrôle, la personne, si tu lui dis, bah là, à la table. Après. oui, voilà. Je suis agrippée à la table. Et vraiment, j'ai des gens, des fois, qui parlent, ils sont comme ça, ils sont agrippés au banc, ils agrippent leurs mains, ils sont dans un contrôle non verbal. Et ces gens-là, tu leur dis, bon, allez, on va démarrer en sophro sur l'inconscient, plus difficile. C'est plus simple. Moi, je préfère partir par le discours. Alors, je mets beaucoup d'humour ensuite parce que c'est quand même pas des sujets drôles, mais j'essaie quand même d'aller sur l'humour. Ça détend quelque chose. Après, tu as une prise de conscience. Et une fois que tu as eu tes premières prises de conscience et que tu vois qu'en fait, c'est facile de connecter des choses, que ça fait pas mal, là, tu peux aller plus profond dans l'inconscient, tu vois. Ok. Et à ton avis, quand on transmet, est-ce qu'il y a quelque chose de plus puissant entre les mots et la posture, le non-verbal? Parce que du coup, le non-verbal, quelque part, c'est le corps et le corps ne ment pas. Ou est-ce que c'est vraiment une approche où il ne faut pas la voir de manière binaire comme je la dépose là, que c'est vraiment, en fait, les deux sont importants et on transmet avec la même puissance dans nos postures, certains silences aussi peut-être, et avec les mots qu'on va dire, que ce soit des injonctions, des valeurs, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, c'est très juste, tu transmets avec tout. Et d'ailleurs, souvent, c'est bien que tu en parles, il y a un décalage entre les mots et la posture non verbale de la personne. J'ai pas mal de clientes qui me disent, ma mère m'a toujours dit ça, mais en fait, elle dégageait ça. Ok, donc la transmission, finalement, elle peut parfois faire un contresens et tu te retrouves avec une injonction un peu paradoxale où tu sais pas comment te positionner. Donc tu transmets de manière parfois malgré toi, hein, quand on est maman, on est enceinte, on sait qu'il y a des choses qu'on transmet.
Il y a des choses que tu transmets par tes actes, par tes paroles, par tes gestes, par ton non-verbal, par tes décisions. Et oui, c'est ça, c'est que c'est vivant, mais c'est là tout le temps. Ouais. C'est là tout le temps. Et pour des gens qui aiment être dans le contrôle, ça fait presque trop, parce qu'on a envie de tout contrôler. Oui. La réalité nous montre qu'on ne peut pas tout contrôler. Et puis, si tu arrives à un temps soit peu à le faire pendant 5 minutes, tu ne peux pas le faire pendant 45 ans. Non. C'est très précis, 45 ans. Pourquoi j'ai dit ça en tout cas, sur le long terme. Ouais. Et est-ce que comment est-ce qu'on peut voir la transmission et le côté transgénérationnel en sachant qu'on transmet tout ça, et j'allais dire sans oublier la responsabilité qu'on a, comment se sentir un peu détendu, lâcher prise, déculpabiliser. Comment est-ce que toi, tu vois les choses du coup ? Ça, pour le coup, c'est un grand thème. C'est que comme le transgénérationnel est de plus en plus connu, tu vois, il y a des séries, des podcasts, tout le monde en parle, on s'est un peu fait croire, nous, de notre génération, on a le même âge quasiment toutes les deux, c'est qu'on va être un peu la génération parfaite, qui peut accuser la génération d'avant et dire « Oui, mais les parents n'ont pas fait le boulot, du coup, c'est à moi de me retrouver à faire mon trajet, donc je vais devenir un parent idéal pour mon enfant. » Et en fait, quand tu essayes d'être ton parent idéal, finalement, tu es en permanence en lutte contre toi. Comme tu disais, tout ce que tu transmets, ça devient un sujet, tu sais, un peu comme les applis de tracking, de nourriture et tout. Tu as l'impression qu'il faut que tu fasses tout parfait, que tu aies toutes les métriques parfaites, et pas du tout. Et du coup, là, c'est plus vivant. Et donc, moi, ce que je dis aux gens que j'accompagne, c'est pour que ce soit vivant, il faut arrêter de croire qu'on sera une génération parfaite. On va faire des erreurs. Et il y a aussi un truc important à savoir, c'est que quand tu as un trauma, ou quand tu as une blessure, ou quand tu as un comportement qui est là sur plusieurs générations, il faut pas croire que c'est toi qui vas tout nettoyer. Tu vas faire peut-être 80%, et puis c'est la génération d'après qui va transmuter. Donc tu transmets ça, et c'est la génération d'après qui, avec ses outils, va continuer à infléchir ou prendre position, parce que la personne va rencontrer un compagnon, une compagne, etc. Donc il faut vraiment se lâcher la grappe. La seule chose qu'il faut faire, c'est mettre en conscience le plus possible pour comprendre les mécaniques et dire « Ok, je vois que là, je rentre dans une transmission et je suis fière de savoir ce que je transmets. » Ce qui nous fait tous le plus peur, c'est de ne pas savoir comment est-ce qu'on a les rênes de cette transmission. Mais il y a des choses, finalement, elles se transmettent malgré nous et c'est pas plus mal. C'est juste qu'il y a des choses, plus c'est lourd, plus il vaut mieux essayer de délester pour la génération d'après. Ça, c'est notre responsabilité, je pense. C'est trop beau ce que tu dis. J'ai envie de pleurer. Mais parce que il y a pas longtemps, tu m'as dit, tu as utilisé le mot « il y a des résidus » et c'est OK. Oui. Genre, juste cette phrase, pour moi, elle a été tellement puissante. Et c'est ce que tu dis. Ils vont travailler de leur côté. Et tu as dit aussi un truc qui est super beau, qui est même pas forcément de travail, qui est ils vont rencontrer d'autres personnes. Et c'est vrai que souvent, en plus, on met le poids. Alors, je sais pas si c'est juste moi, mais on met tellement de poids sur la maman que je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis. Et là, tu dis, mais c'est OK. Déjà, il y a le rôle du père, ou en tout cas du conjoint. Puis les autres figures d'attachement. Les autres figures d'attachement, les personnes qu'elles vont rencontrer au gré de leur expérience, tu vois. Et c'est marrant, le podcast qui est juste avant le nôtre, la personne dit moi je remercie la vie, je remercie les personnes qu'elle a mis sur mon chemin. Ouais, bien sûr. Elle n'a pas nécessairement les parents, elle n'a pas utilisé ce terme-là. Et ça, faut laisser faire le mouvement, faut laisser faire la vie, faut laisser aussi cette notion de qu'est-ce qui a été capté et enregistré par l'enfant. Parce que tu disais, il y a un moment donné, on va aller le réceptacle, il y a des choses qu'on va garder, il y a des choses un peu comme des graines, et puis il y a des graines qui vont pas prendre. C'est ça. Et puis il y a des graines qui vont faire de très belles fleurs, puis il y a des graines qui vont faire des orties pas beaux. C'est ça, c'est ça. Et puis il faut laisser à nos enfants cette capacité de nous désarmer un jour. Et de dire, même si j'étais très outillée, oui, c'est dur. Hein. À un moment donné, mon enfant va me dire, en fait, ça, tu vois, maman ou papa, tu m'as transmis ce code de valeur, puis en fait, j'en veux plus. Parce que nous, on s'est autorisé à faire ça pour nos parents, et ça doit être très déstabilisant pour eux. Et donc, il faut pouvoir vraiment arrêter de se faire croire que nous, on s'est permis d'aller rebrasser cet inconscient transgénérationnel en amont. En aval, ça va revenir. Voilà, nous, on est l'amont de nos enfants, donc forcément, nos enfants viendront nous dire plus tard, non, ça je prends pas en fait. Et c'est ça qui fera que ça circule et que ça continue à avancer finalement. C'est ça une transmission. C'est quand on comprend que c'est vivant et que c'est malléable. Voilà. Et c'est par les mots qu'on arrive à faire ça. Oui, nommer fait exister.
Nommer, c'est faire exister. Donc à partir du moment où tu nommes une émotion, une blessure, une intention, un choix, un geste, quand tu nommes, tu présentes quelque chose, et donc tu présentes ton prisme, et donc la personne peut s'en saisir. Elle dit d'accord, je vois maintenant. Je ne suis pas juste en train d'interpréter, je vois. Donc quand tu nommes et quand tu passes par la parole, bah, tu fais circuler. La parole, elle fait du lien. Elle fait du lien. Et donc moi, j'adore parler du pouvoir des mots. M-O-T-S. Et c'est vrai que je suis très littérature, que ce soit les livres, mais aussi les podcasts, et je trouve que c'est hyper important, et peut-être que c'est quelque chose, à l'école, souvent on dit, apprends à lire comme quelque chose de très transactionnel, mais c'est vrai qu'au final, c'est apprends les mots, et on parle des enfants, et je pense que transmettre, c'est aussi transmettre tout ce vocabulaire, ces nuances qui existent, pour réussir à exprimer ce qu'on ressent, exprimer ce qu'on a envie de transmettre, exprimer peut-être la manière dont on le reçoit pour clarifier la situation. Non, mais là t'as entendu ça, mais c'est pas ce message que je voulais dire. Laisse-moi te le reformuler. C'est beau parce que le mot nuance que tu as utilisé, il est fondamental. Très souvent, c'est très binaire. Hein. C'est je suis en colère ou je suis heureux. Je suis contre ma mère, mais en fait, j'adore. Et en fait, il y a plein. C'est pastel. C'est que de la nuance. Et quand tu t'autorises à être dans cette finesse et dans cette nuance, t'es dans un grammage qui est beaucoup plus fin. Donc, tu peux t'autoriser à avoir plus de finesse dans ta manière d'être, dans ton positionnement, dans ton regard sur la vie, sur les choses. Comme c'est pas tranché, c'est beaucoup plus souple. Donc, t'as le droit d'être à la fois triste et heureux quand tu penses à certains événements de ta famille. T'as le droit d'être à la fois en colère et en même temps proche de ton père. Tu vois, tu peux t'autoriser à être tout ça parce que c'est pas binaire. Il y a plein de nuances qui viennent rentrer dedans. Et ça, je pense que si on l'apprend à nos enfants, ils vont pouvoir bénéficier d'un monde qui est très vaste, qui est pas les gentils, les méchants, parce qu'en transgénérationnel, il y a ça, il y a les clans, il y a les bons, les moins bons, ceux qui ont bien fait dans la famille, ceux qui ont soutenu. Non, il y a d'autres choses. Ok, il y a plein de nuances, et c'est dans ça que tu t'inscris, dans cette finalement complexité, mais qui est très enrichissante dans notre monde actuel. J'adore, là, tu vois, le fait que tu aies relevé le mot nuance, j'ai pensé à deux choses. J'ai pensé aux ateliers philo que je fais avec les enfants, et Edwige Chirouter qui a monté la chaire pour les enfants, l'explique, ce besoin de comprendre les nuances, d'entendre l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec nous, de mettre les mots, de structurer sa pensée pour apprendre à vivre ensemble et à se connecter. On en revient au lien. Et puis là, j'ai juste envie de me dire, tu sais quoi, je vais retourner voir des expos parce que l'art, peu importe, tu vois, que ce soit le tableau, la sculpture, etc., c'est plein de manières de voir la nature, le corps humain. Tu vois, chacun, il fait un peu à sa sauce. Le mot sauce est moins poétique que le mot nuance. C'est un peu ça. Ouais. Pour terminer, j'ai 2-3 questions. La première, est-ce que déjà tu travailles plus avec des femmes ou des hommes, des mamans ou des papas je fais surtout des femmes. Alors, ça dépend. Dans les coaching individuel ou collectif, c'est que des femmes qui viennent à moi. J'ai très peu d'hommes, mais quand on en est trop content, et il en faut plus. Et quand même, souvent, les femmes font travailler leurs mecs derrière. Donc souvent, en fait, j'ai la chance de pouvoir pas voir ces hommes, mais les femmes me disent « Mon chéri a évolué grâce à ce qu'on fait ensemble. » Donc ça revient à moi. Par contre, en entreprise, il y a beaucoup plus d'hommes. Parce que justement, les entreprises sont prêtes. Tu vois, chez Mercedes, c'est quasiment que des hommes. Croix-Rouge, c'était très féminin, mais dans beaucoup d'entreprises, quand même, il y a plus d'hommes. Et ça, j'aime bien parce que ça mixe un peu. Et c'est ma seule manière d'aller chercher les hommes, c'est quand ils n'ont pas le choix. C'est quand la direction a dit, on fait un atelier avec Ludivine, et voilà. Est-ce qu'il y a un poids souvent, on parle des mamans. Est-ce qu'il y a des... Je vais utiliser un mot qui n'est pas joli, mais je n'en trouve pas d'autre pour l'instant. Mais toi, tu pourras peut-être compléter autrement. Est-ce qu'il y a un coefficient sur les branches de puissance de transmission ? Par exemple, quand c'est la mère qui fait l'injonction, qui parle, qu'elle soit bonne ou plus délicate, est-ce que ça apporte plus que si c'était ça? Est-ce que ça a plus de poids si c'est ma mère ou si c'est ma tante? Non, pas forcément, parce que ça peut être... encore une fois, il y a des figures d'attachement qui vont rentrer dans la vie de l'enfant, qui sont pas dans son arbre, enfin dans sa famille, et qui peuvent peser. Et parfois aussi,
c'est un peu le côté contradictoire entre les deux parents qui peut annuler. Par exemple, si une femme va dire à sa fille le féminin c'est important, une femme doit toujours être autonome, une femme doit toujours être libre, mais que c'est annulé par un père qui est violent, par un père qui va dénigrer le regard qu'il porte sur les femmes, ben le poids de la maman c'est très important. Si on était dans un contexte où les deux parents disaient la même chose, ben peut-être que le poids de la mère ce serait important, mais là c'est annulé par le regard du père. Donc franchement ça dépend. Ça dépend du contexte familial de l'enfant et de ce qui va se jouer en fait pour lui. Ça, j'ai pas observé de côté uniforme dans toutes les familles. D'accord. Qu'est-ce que tu voudrais dire du coup aux mamans? On va rester sur les mamans là du coup. J'ai envie de leur dire qu'à partir du moment où elles ont envie de se poser la question de ce qu'elles veulent transmettre, elles sont déjà sur la bonne voie. Parce que l'inquiétude quand on est maman, c'est de dire est-ce que je suis une bonne maman, comment je me positionne. Et en fait, juste le fait de se dire qu'est-ce que je transmets, c'est déjà incroyable parce que parfois 1-2 générations au-dessus, c'était pas la question. Me dire, ah là là, Jen, tu te prends le chou, tu vois, tu réfléchis trop. Alors ça c'est la grande phrase. Jennifer, tu réfléchis trop, se posez pas autant de questions de notre temps. Et oui, ben non, ça m'énerve cette phrase. Hein. Ça m'énerve. Alors elle est intéressante parce qu'effectivement on faisait des enfants et on avançait et c'était une génération où il fallait avancer. Mais en fait aujourd'hui on voit bien qu'on est dans un monde où on est déjà 8 milliards quoi, plus même, et qu'on a besoin de construire un monde où tous les humains apportent quelque chose aux autres êtres humains. Donc moi je le vois avec les personnes que j'accompagne quand ils me disent maintenant je suis alignée. Maintenant, je suis une mère fière de moi. Maintenant, je suis super ancrée. Ces femmes-là, après, elles rayonnent. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles distribuent beaucoup de valeur au monde. Donc, leurs enfants ont bénéficié de ça. Enfin, tu vois, ça fait comme une espèce de ramification, si on reste sur la métaphore végétale. Donc, juste, t'aides une maman, mais t'aides un réseau, si tu veux, ou une femme, ou un homme, t'aides une personne et ça ramifie. Et ben, aujourd'hui, je crois qu'on a juste besoin de ça. Enfin, moi, mon moteur, c'est l'impact. Et c'est cette transmission de... Tu es bien, donc autour de toi, ça se voit. Donc tu fais du bien autour de toi. C'est presque essentiel. Si tu fais pas du bien autour de toi, tu vois, c'est dramatique. Donc faire le bien, c'est aussi commencer déjà à se regarder un petit peu. C'est Christiane Singer qui disait quand il ne reste rien, il reste l'amour. Ouais. Je trouve que c'est un peu ce que tu transmets. T'as dit un mot qui est c'est pas magique. Ça prend du temps. Faire un travail avec toi, ça prend combien de temps? Combien de temps tu t'accompagnes les gens si la question, il y a une réponse, parce qu'évidemment... Ouais, c'est toujours un processus. C'est-à-dire que les personnes, quand je les vois, j'aime bien leur faire comprendre qu'il y a besoin d'un processus. Ça dépend des formats. Tu vois, aujourd'hui, je forme par exemple des gynécos, des ostéos, tout ça au transgénérationnel. Ils sont obligés de faire le cursus pour eux. Et donc, même si la formation, elle dure 1 an, je dis, il faut au moins que vous passiez entre 4 et 6 mois, rien que sur vous. Et après, on partira sur le théorique. Tu vois, rien que pour des gens que je forme, alors que a priori tout va bien. Même en entreprise. C'est-à-dire que souvent, quand on book un rendez-vous, c'est une séance. On parle en termes de séance, et toi, tu utilises le mot processus. Oui. Et t'as l'air très sympa en plus, donc ça a l'air très cool de faire un processus avec toi. Tu te dis, c'est un cheminement. En fait, il n'a pas besoin d'être. Tu vois, c'est vrai que là, je repense à des phrases qui ont pu être dites par des personnes que j'ai entendues. Ce que tu disais, ah bah non, on va pas remélanger tout ça, il n'y a pas besoin de faire remonter. Mais en fait, tu donnes carrément envie de faire remonter des choses. En fait. Et puis, il faut, parce qu'en fait, si tu veux, à un moment donné, quand tu commences à casser des résistances, quand tu commences à dire, le schéma dont j'ai hérité, j'en veux plus, c'est comme si tu faisais bouger des plaques tectoniques. Donc, en fait, il y a un moment donné où tu es très aligné, tu te dis, non, c'est bon, je mets tout ça de côté, puis en fait, ça te rattrape, c'est un peu les élastiques dans le dos, c'est, mais tiens, en fait, j'ai cette loyauté qui me rattrape. Il faut un processus pour voir cette loyauté, pour voir ce qui s'est passé, quels sont les mécanismes quand tu doutes, et si ça, t'as personne pour t'accompagner, pour le voir, t'as juste l'impression que le disque qui tourne, en fait, et que tu es repassé à la case départ. Et je pense qu'on a besoin d'apprendre qu'on a besoin de processus. Consommer du one shot, ouais, bien sûr. Et pas juste butiner comme ça. Moi, je vois des gens qui me disent, j'ai butiné une séance par-ci, une séance par-là. Exactement. Et je dis, est-ce qu'il y a eu un processus? Un processus, tu démarres avec un objectif, et tu t'arrêtes à un moment donné. Ça permet de mettre une fin aussi. Moi, les gens, je leur dis, après, on va arrêter de se voir. Il faut. Souvent, ils n'aiment pas. Je dis, mais il faut. Parce que vous avez appris les mécaniques, je pense que vous êtes suffisamment autonome. On arrête. Et après, vous allez semer. Et donc, tout de suite, les gens se disent, c'est à moi d'aller semer derrière. Okay, donc, en général, c'est plus ou moins lent. Il faut au moins 3 mois quand même. Il faut se regarder au moins 3 mois. Je veux dire, dans une vie,
strict minimum. La plupart du temps, on est sur 9 mois. C'est une belle symbolique pour les mamans, tu vois, d'aller se remettre. Tu as raison. Est-ce que tu as, pour finir, un mantra, un livre, une œuvre, un podcast que tu as envie de partager? Mon mantra, c'est mon obsession. Je pense que si un jour j'écris un livre, ce sera peut-être mon titre, j'ai spoilé, mais voilà. C'est tout est juste. Ça peut faire un peu hérisser le poil quand je dis tout est juste, mais je m'en suis rendu compte, c'est vrai. C'est-à-dire que même si t'arrive quelque chose et que tu le comprends pas, il y a une forme de justesse dans la systémie, dans l'héritage, dans les liens, dans tout ce qui t'arrive. Tout est juste. Et ça me drive parce que ça me permet à certains moments de me dire « Olé, il y a un truc qui est en train de s'élever là. Rappelle-toi d'abord que tout est juste. » Ça permet de redescendre, de dire qu'il n'y a pas de fatalité, que si ça t'arrive, c'est parce qu'il y a une forme de justesse un peu innommable qui est au-dessus de nous. Pas divine, hein, mais dans le sens collective. Et tu te dis, bon, ça arrive jusqu'à moi parce que je l'ai généré quelque part, parce que quelqu'un, quelque part, a généré. Voilà, c'est juste. Donc moi, je trouve que se raccrocher à cette justesse permet d'accepter qu'on se mette en chemin. Sinon, on est en résistance. On se dit, bah non, c'est injuste, ça devrait pas se passer comme ça, je peux pas me mettre en mouvement. Donc voilà, moi je me rappelle toujours que tout est juste. Trop bien. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Non, merci déjà pour cet échange, parce que je savais que tu allais m'emmener sur certaines questions, et puis il y a d'autres choses qui se sont élevées en chemin, et j'ai adoré. Trop bien, merci, j'ai passé un super moment aussi. Ah, génial. Merci.